Bonjour tout le monde. Je vois que la soirée a été un petit peu, je pense, compliquée parce que c'est vrai que nous ne sommes pas très nombreux ce matin. J'espère que ça va quand même continuer à arriver. Alors, on relaiera cette table ronde qui, je pense, va être passionnante. Donc, sur les réseaux sociaux derrière pour qu'un plus grand nombre de gens puissent en profiter. Donc, on va se retrouver ce matin quand même pour deux temps forts, deux tables rondes qui concernent essentiellement les titulaires, mais aussi les adjoints d'officine. Donc, dans quelques minutes, nous allons vous proposer une table ronde autour de l'association titulaire et adjoint, avec comme idée principale quel est l'avantage à la fois pour l'adjoint comme pour le titulaire de s'associer pour faire une équipe un petit peu gagnante-gagnante dans la gestion de sa pharmacie. Mais je vais revenir sur la façon de poser les questions. Donc, vous savez, le congrès est interactif. Je pense que beaucoup maintenant ont téléchargé l'application, mais vous le réexplique. Donc, soit par le QR code, soit en saisissant dans votre navigateur l'adresse derrière moi. Donc, après, vous appuyez sur chat, plus vous saisissez votre question, vous validez par la flèche et n'hésitez surtout pas à liker les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Donc, avant le début de notre première table ronde, pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous savez qu'on propose toujours un temps fort des moments qui se sont écoulés sur l'année passée entre les deux congrès, et je vous propose de la regarder une nouvelle fois. Merci. Depuis le congrès de Montpellier, marqué par la présence de François Braun, alors ministre de la Santé, les occasions d'être optimiste sont plutôt rares. Durant l'été 2023, de graves émeutes éclatent et de nombreuses officines sont vandalisées sur tout le territoire. Un nouveau coup dur pour le réseau qui pâtit déjà d'un manque criant de personnel et d'une économie en dégradation. Le 9 août, les textes relatifs à l'extension des compétences vaccinales des pharmaciens sont publiés. Nous pouvons désormais prescrire et administrer l'ensemble des vaccins du calendrier en vigueur aux personnes âgées de 11 ans et plus, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées. Fin août, la Première ministre annonce que le dépistage, suivi de la délivrance éventuelle d'un antibiotique pour les angines bactériennes et les cystites, ne sera plus soumise à l'appartenance à une structure d'exercice coordonnée. Si la rémunération de cette nouvelle mission devra évidemment être débattue, la Fédération réaffirme surtout, dès la rentrée, l'absolue nécessité de revaloriser l'ensemble des actes. Et avant tout, celle de notre cœur de métier, la dispensation. Mais les signaux envoyés par l'exécutif laissent craindre le pire. L'abaissement du plafonnement des remises génériques de 40 à 20% est ainsi évoqué dans un rapport remis à la Première ministre. Une mesure qui entraînerait une perte de 650 millions d'euros pour le réseau, soit 10 000 équivalents temps plein. Le contexte permanent de pénurie attise lassitude et découragement chez les consoeurs et confrères. D'autant que le PLFSS 2024 adoube nos nouvelles missions, mais ne tient compte ni de l'inflation, ni de l'ensemble des difficultés qui fragilisent la trésorerie de nos officines. Alors que la FSPF chiffre à 1 milliard l'enveloppe nécessaire à la remise à flot du réseau, l'ouverture de la négociation du volet économique de la Convention 2022 est sans cesse repoussée. Pour marquer leur exaspération, les étudiants, toujours en attente d'une réforme du troisième cycle, et l'ensemble de la profession se mobilisent. La journée d'action, organisée le 21 novembre dans toutes les villes universitaires de France, est un franc succès.
De même que les pétitions lancées en région qui montrent l'inquiétude des usagers de santé devant la désertification pharmaceutique et les pénuries de médicaments. Les résultats de l'enquête sur les besoins en personnel lancée par la Fédération montrent également l'inquiétude des pharmaciens. 1 sur 2 est en effet toujours en recherche d'un adjoint ou d'un préparateur. Malgré un léger mieux après la période intense de gestion de la pandémie, la situation reste tendue. À la mi-décembre, enfin les choses bougent. Successeur de François Braun, Aurélien Rousseau fait parvenir sa lettre de cadrage au directeur de l'assurance maladie juste avant de démissionner. Le 19 décembre, la première réunion de cadrage entre la CNAM et les syndicats laisse apparaître des différences de calcul importantes sur l'état économique des officines. À l'unité de Ségur, la valse des ministres génère une instabilité qui retarde la résolution de dossiers jugés prioritaires par la Fédération. Au lendemain de la nomination de Catherine Vautrin le 11 janvier à la tête d'un super ministère recouvrant santé et travail, la FSPF annonce une année de mobilisation et de combat. Tandis que les industriels fustigent eux aussi la dispensation à l'unité inscrite dans la loi de santé 2024, la dérégulation de la vente en ligne des médicaments refait surface dans un discours du Premier ministre. Associée à l'ouverture du capital des officines sur laquelle plancherait Bercy, elle constitue une ligne rouge vif pour le syndicat. D'autant que la déstabilisation du réseau se manifeste déjà par la recrudescence insupportable de la vente des pharmacies pour l'euro symbolique. Le 25 mars, les amphis de l'officine mettent en avant le modèle coopératif pour renforcer l'indépendance de la profession et lutter contre la menace croissante de la financiarisation. À la mi-avril, la Direction générale des entreprises assure cependant la Fédération de sa volonté de ne pas remettre en question les piliers de l'officine. Dans le même temps, une proposition de loi pour préserver l'accès aux pharmacies rurales est adoptée par le Sénat, contre l'avis du gouvernement et contre l'avis des pharmaciens. Avec pour conséquence un énième report de la publication du décret sur les territoires fragiles, malgré l'urgence de la situation. Et après 4 mois de négociations, la CNAM continue de jouer la montre en repoussant toujours le thème crucial de la revalorisation des honoraires. 2000 pharmacies fermées en 10 ans. Des ruptures de médicaments qui se multiplient. Le 30 mai, les pharmaciens étaient dans la rue pour changer de politique. Hier, notre Assemblée générale s'est prononcée sur le texte de l'avenant à la Convention nationale pharmaceutique. Un début de solution ? Alors nous allons maintenant aborder la première table ronde de la matinée. Donc titulaire et adjoint, une association gagnante pour l'officine. Cette table ronde va être gérée et animée par Didier Doucan, directeur de la rédaction du quotidien du pharmacien. Didier, je te remercie d'avoir accepté d'être notre partenaire sur ce congrès et je vais te laisser la lourde tâche de nous apporter avec tes intervenants les réponses sur ce sujet qu'adjoints comme titulaires peuvent se poser. Est-ce qu'il faut s'associer? À quel niveau de part? Et sous quelles conditions? Didier, ah ben voilà. Tu es là et je te laisse la parole. Merci Cécile. Je vais demander à nos intervenants de bien vouloir monter sur scène. Cécile Guérard de Tinck, Philippe Danry, Fabrice Folz et Lisa Da Silva, s'il vous plaît. On va alterner, c'est très bien. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là. Assez nombreux pour un dimanche matin à Deauville. Je pense que le temps y est aussi pour beaucoup, mais vous allez voir que vous ne regretterez pas d'être venus.
On a beaucoup parlé dans ce congrès, et c'est naturel, de l'avenant conventionnel, de rémunération. On a parlé du rôle des ARS, de celui des CPTS, mais finalement encore assez peu de ce qui constitue l'un des piliers du métier. Je veux parler du capital des officines, de la transmission. On a parlé aussi assez peu de cette force vive essentielle au fonctionnement du réseau, à savoir les adjoints. Eh bien, ce matin, je vous propose, pour ainsi dire, de fusionner un petit peu ces deux sujets en abordant la question, comme l'a dit Cécile, de l'entrée au capital des adjoints dans des conditions précises qu'on va avoir l'occasion de discuter. Alors, un dispositif existe pour cela. C'est un dispositif qui permettrait de répondre au moins en partie à la problématique de la transmission des officines, et qui pourrait aussi être constitué comme un rempart à une menace dont on parle beaucoup, qui est celle de la financiarisation du réseau. À tous ces égards, ce dispositif paraît intéressant et pourtant, il semble assez peu utilisé. Alors je voudrais, en cette journée d'élection, réaliser un rapide sondage, même si on n'a pas le droit du tout, parmi vous, un sondage à main levée, si j'y vois assez clair. Qui parmi vous connaît parfaitement les caractéristiques de ce dispositif qui permet à un adjoint d'entrer au capital de l'officine dans laquelle il exerce? Alors je demande aux journalistes de pas lever la main, mais qui parmi vous? Je vois aucune main. Aucune main. Si, une. Ah, ouais, j'aurais dû dire les journalistes et les représentants syndicaux. Bon, donc c'est la preuve que vous avez bien fait de vous lever ce matin et de venir. Alors, pour ce débat, nous avons réuni 4 pharmaciens ou futurs pharmaciens qui sont, que je vais rapidement vous présenter. Hein. Et avant de leur donner la parole, on donnera également bien sûr la parole à la salle par le dispositif qu'a rappelé Cécile. Alors, Cécile Guérard de Tinck, qui est tout à fait à gauche, vous êtes adjointe et conseiller ordinale de la section D. Philippe Danry, c'est dans le désordre, hein, mais c'est pas grave, vous représentez à cette tribune les pharmaciens titulaires en tant que vice-président de la fédération. Fabrice Folz, vous êtes également pharmacien, mais vous nous l'expliquerez tout à l'heure, votre parcours vous a mené à quitter le comptoir il y a déjà de nombreuses années pour finalement aider vos confrères à trouver l'officine de leur rêve, hein, puisque vous êtes directeur du développement chez Pharmaccess, et on va voir à quel égard votre témoignage est intéressant sur cette question. Et enfin, nous avons l'avenir de l'officine, enfin si elle continue de choisir l'officine, je ne sais pas, à cette tribune, en la personne de Lisa da Silva, que tout le monde connaît maintenant. Il est temps d'ailleurs, qui est la présidente de l'Association des étudiants en pharmacie de France. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Cécile Guérard de Tinck. Avant même de débattre de l'opportunité, de la démarche, qu'est-ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, en quelques minutes, qu'est-ce que c'est que ce dispositif qui permet aux adjoints, dans les conditions qui ont été précisées dans un décret de 2017, de prendre des parts dans l'officine dans laquelle ils exercent. Vous pouvez nous rappeler le contexte réglementaire, le taux de participation maximum, toutes ces choses? Alors, je vais du coup faire bref, mais effectivement, le 22 mars 2017 est sortie la possibilité pour les adjoints de rentrer au capital des pharmacies à hauteur de 10%. L'adjoint peut effectivement, via une holding, rentrer dans des parts de sel à hauteur de 10% du capital. Comme ça, c'est relativement simple. C'était un combat, si je peux me permettre, déjà d'un certain temps. Et à ce moment-là, Isabelle Adno, qui était la présidente de l'Ordre des pharmaciens, s'en est réjouie. Elle pensait que c'était une belle progression et une belle opportunité pour les adjoints. Si je peux me permettre de planter le décor, il s'avère effectivement, comme dans la salle, ce n'est pas connu, c'est connu par certains adjoints et d'après les chiffres qui peuvent nous être fournis, c'est un très faible nombre qui a été dans... On parle de quelques centaines peut-être? Alors, 300. 300, oui. Voilà. Sur le chiffre d'officine qu'on est et le chiffre d'adjoints que nous sommes, 29 000,
c'est très peu. Alors, votre expérience propre en tant qu'adjointe vous a amené à tenter cette aventure-là. Vous pouvez nous raconter ? Oui, alors il y a très récemment, en fait, j'ai changé de titulaire et on m'a proposé la possibilité de pouvoir rentrer au capital à hauteur de 10%. Ce qui ne m'a pas du tout convenu, enfin, ce qui n'était pas pour moi le sens où je voulais aller. 10% ne me semble pas suffisant dans l'investissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là pour discuter. Peut-être que si on m'avait proposé d'investir un peu plus et de pouvoir effectivement développer des nouvelles missions et autres, j'y serais allée. En tout cas, là, j'ai dit non. Je pense que 10% est trop faible, il me semble. Après, je ne sais pas s'il y a des solutions à voir. C'est une discussion que nous devons ouvrir et c'est pour ça que nous sommes là, effectivement, ce matin. Et je ne voulais pas être associée non plus, parce que j'ai d'autres activités et je veux les maintenir aussi. Je pense que les nouvelles générations sont un peu aussi comme moi, où on n'est pas voué à rester toujours derrière un comptoir et qu'on aime bien aussi la pluralité des activités, ce que nous permet notre diplôme de pharmacien. Alors, il faut préciser une chose, c'est que ce rachat de parts, il peut avoir lieu dans le cadre d'une CEL ou d'une SPFPL. Hein. On est dans ce contexte-là réglementaire. Donc, ces 10%, c'est pas assez, c'est suffisant quand même pour lier finalement l'adjoint, mais pas assez pour lui donner un pouvoir de décision, par exemple, concernant la gestion de l'entreprise. C'est essentiellement ça qui coince pour vous ? Ou il y a d'autres freins ? Ce n'est pas forcément que le pouvoir de décision, c'est aussi 10%, effectivement, c'est un peu le fil à la patte. Et je sais, il y a certainement un pacte, mais en même temps, c'est très compliqué de s'investir en ayant ce petit rien. Et c'est aussi le fait peut-être d'avoir une progression dans les pourcentages, une reconnaissance du métier d'adjoint. Nous avons le même diplôme qu'un titulaire, certes, hein, nous n'engageons pas les fonds, nous n'engageons pas des grosses responsabilités, mais en tant qu'adjoint, on est prêt tout de même, alors peut-être pas tous, hein, nous sommes une large population d'adjoints, et donc peut-être que le dispositif convient à certains, ne convient pas, etc. Hein, ça, c'est chacun le voit. Mais en tant qu'adjoint, on a envie de, en tout cas même pour moi, je peux parler pour moi, de m'investir dans l'officine, de pouvoir peut-être aider pour que des nouvelles missions soient mises en place, de pouvoir, comment dire, m'investir aussi tout doucement, peut-être progressivement, pour peut-être après arriver, à être co-titulaire ou titulaire. Ça peut être aussi des étapes, en fait, pour pouvoir prévoir peut-être, alors ce n'est pas le cas pour moi, mais j'imagine pouvoir prévoir le départ en retraite d'un titulaire qui se dit, dans 10 ans, j'aimerais bien, est-ce que toi, mon adjoint, mon adjointe, tu aimerais, et on peut progressivement, puisque tu ne veux pas toutes les charges tout de suite, on y va progressivement, tu montes, ça te donne aussi des finances pour avancer et autres. Voilà. Et cette histoire-là, cette progression dans l'acquisition et dans la prise de responsabilité, elle s'écrit sous la forme du pacte d'associés. C'est ça. On va en parler beaucoup, j'imagine. Oui. Alors moi, je suis nettement moins calée sur le pacte d'associés, on va dire, mais en fait, tout est écrit. Et tout est, l'avenir est anticipé, est mis, en fait. On prévoit quelque chose. Et puis, c'est fait entre des personnes, des pharmaciens, en toute intelligence, on va dire. On prévoit. Volontaire on est volontaire. Ça veut dire qu'on est d'accord l'un et l'autre. On est dans cette envie de faire progresser l'officine dans laquelle on est, d'être aussi très certainement un peu une part d'un rempart, comme vous le disiez, à ces grands financiers. Les officines restent aux pharmaciens. Elles ne partent pas vers ces grands financiers. Et
il faut effectivement être force de proposition à différents niveaux. Alors pour le titulaire, ça permet aussi de fidéliser l'adjoint qu'il a choisi pour cette aventure-là, même si on voit qu'elle n'a pas été très, très fréquente, cette aventure. Vous parliez de 300 adjoints. Les avantages, donc c'est... Côté titulaire, ça favorise bien sûr l'investissement de l'adjoint, sa fidélisation, et puis ça permet par la suite, et je vois que Philippe d'Henry prend à très juste titre son micro, ça permet aux titulaires d'anticiper la transmission de l'officine, qui est une problématique qu'on rencontre de plus en plus. Ça a été évoqué notamment dans le film. Alors, Philippe d'Henry, quels sont pour le titulaire les avantages de ce modèle-là? Je crois savoir que vous aussi, vous avez été tenté par l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, bonjour à tous. Un petit point peut-être pourquoi on est ce matin sur cette thématique. C'est vrai qu'on a échangé avec la section D et son président. Et en fait, nous, syndicats d'employeurs, ça nous a paru une thématique importante à mettre en avant. On en a parlé hier, Karine Wolf en a parlé, parce qu'il y a un lien également avec l'attractivité, aussi pour les futurs pharmaciens qui pourraient choisir la filière officine, de leur donner peut-être des perspectives différentes. Et pour nous, syndicats d'employeurs, notre vision de progression de carrière des adjoints, bien sûr, ils sont salariés, donc il y a une grille de classification, mais à un moment, c'est de pouvoir avoir un maximum, effectivement, qui puisse s'installer. Et comme l'a dit Cécile, pour éviter que ce soit des capitaux extérieurs qui rentrent dans le circuit et que ça reste entre pharmaciens. Et donc, ça nous a paru une thématique intéressante à développer pour réfléchir. Donc, en fait, actuellement, il y a ce dispositif de 10%. On ne l'a peut-être pas précisé, c'est-à-dire qu'en prenant 10%, ils gardent un statut de salarié. Et ça, un certain nombre, ils sont attachés parce que il y a les avantages du salariat en termes de protection, de cotisation, etc., etc., par rapport peut-être parfois à l'aspect libéral. Le frein sur les 10%, je l'ai regardé effectivement, et en fait, il y a aussi un frein qui est le financement des 10%. Parce qu'en fait, 10%, c'est à la fois beaucoup à financer. Par exemple, sur une pharmacie de 2 millions, on va dire c'est 200 000 ou 180 000 euros à trouver. Donc soit l'adjoint a beaucoup d'apports, et dans ce cas-là, il peut faire autre chose, soit il n'en a pas assez, et les banques ne vont pas financer. Parce que ces 10% ne vont pas lui redonner assez de dividendes pour pouvoir rembourser à la fois le prêt de la banque, plus continuer à vivre correctement. Donc les 10%, ça intéresse très peu les financiers. Moi, c'est ce que m'a dit mon expert comptable. Il a dit, vous ne trouverez pas, parce que c'est soit quelqu'un qui a les moyens, mais dans ce cas-là, il fera autre chose, soit il n'y aura pas de suite derrière. Donc l'idée pour le titulaire, par contre, l'intérêt, effectivement, comme ça a été dit, c'est on le sait tous, hein, ça a été évoqué aussi dans le film, c'est la recherche de personnel, c'est de fidéliser son personnel, surtout si on a un ou des adjoints qui connaissent bien l'officine, c'est d'éviter qu'ils partent à un moment peut-être dans d'autres structures. Par contre, il faut qu'on réfléchisse, et c'est aussi ce qu'on a commencé à ébaucher avec la section D, et puis il faudra bien sûr le développer avec d'autres acteurs, c'est de pouvoir bouger ce taux de 10% tout en maintenant un statut de salarié pendant un certain temps. Et ce que nous faisait remonter Cécile, c'est que les jeunes générations veulent rentrer dans l'officine, veulent s'investir dans l'officine, mais pendant un certain temps, en tout cas, ne veulent pas subir les contraintes de l'associé statut libéral, de la gestion, on va dire... La charge mentale. La charge mentale, la gestion de l'entreprise, tout ce qui peut être management, tout ce qui peut être négociation, peut-être avec les banquiers, les fournisseurs extérieurs, etc., de manière trop prégnante, et plutôt se concentrer sur leur cœur de métier. Mais pour nous, titulaires, c'est une réflexion importante à avoir, je pense assez rapide, parce qu'on a toujours cette problématique d'attractivité, on a cette problématique de fidéliser les adjoints dans les officines, et on a cette problématique de faciliter la transmission des officines. Donc pour nous, c'est un sujet important.
Et on l'avait déjà dit lors d'une rencontre avec la section D, on n'est pas fermé à étudier une progression au-delà des 10%. Bien sûr, ça ne se fera pas dans tous les cas. Il faut, bien sûr, on l'a évoqué, il faut qu'il y ait une entente entre le titulaire et l'adjoint, déjà qu'il soit une bonne relation de confiance. Et c'est pour à terme, effectivement, que cet adjoint, à un moment, prenne le statut de libéral et fasse la transition. Mais il y a quand même beaucoup d'intérêt à réfléchir à un dispositif que d'autres professions ont, mais qu'on ne peut pas appliquer chez nous, ce qui est le statut de collaborateur, par exemple les avocats, etc., d'autres professions où ils ont leur propre clientèle, peuvent avoir ce statut de collaborateur libéral tout en gardant certains avantages. Nous, on ne peut pas le mettre en place, donc il faut réfléchir à peut-être monter. Là, il y a un point de blocage quand même. Comment ? Il y a un point de blocage sur le statut de collaborateur libéral. Oui, nous, on ne peut pas le mettre en place parce que pour avoir un statut de collaborateur libéral, il faut avoir sa propre clientèle quand même, son propre volant d'affaires, on va dire, ce qui n'est pas possible dans une officine. Pour ça qu'en regardant en interne, nous, le sujet, ce serait de pouvoir bouger sur ces 10%. Voilà. Mais l'adjoint qui acquiert donc des parts dans l'officine, il va garder, vous l'avez rappelé tout à l'heure, son statut de salarié. Il ne prend pas un petit peu d'envergure sur la gestion de l'officine, sur les commandes, est-ce qu'il devient un peu titulaire d'une certaine façon ? Alors, c'est les problèmes qu'on a évoqués aussi avec Cécile. C'est qu'il faut se rendre compte que dans la demande qui est faite, je pense que ça peut être que transitoire, parce qu'ils veulent plutôt prendre 25% ou 20%, je ne sais pas quelle valeur il faudrait monter pour que ça soit attractif aussi, pour avoir un financement par les banques, tout en se dégageant de la gestion. Donc effectivement, il faut que ce soit très clair dès le début. Je prends 25%, ça va m'amener des dividendes quand même plus intéressants que les 10%, ce qui permettra d'assurer le remboursement du financement qui est fait par la banque. Mais j'accepte de ne pas intervenir dans certaines décisions, peut-être sur du recrutement, peut-être sur certains achats, etc., etc. Et moi, alors à voir comment ça peut être rédigé, mais moi, je m'engage à plus m'investir peut-être pour développer les missions, la vaccination, les entretiens, etc., qui indirectement servira aussi aux titulaires qui en gardent 75% ou 80% et assurera un développement de l'officine. Mais vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Pour le titulaire, en dehors de la question de la transmission, quel est l'intérêt, l'avantage de cette démarche ? Pourquoi il va choisir ça plutôt qu'autre chose ? Déjà, il peut le choisir si c'est une demande de son adjoint et qu'il a envie de le conserver, ou de la conserver parce que c'est un grand plus pour son officine, etc. Ça lui ramène quand même du cash. Il vend une partie de la pharmacie, donc ça lui ramène 20 ou 25% de la vente qu'il peut utiliser, soit parce qu'il a un projet dans son officine, soit à titre personnel, etc. Tout en gardant quand même les manettes de manière importante dans la gestion de l'officine. Mais tout ça, on échangeait un peu. Évidemment, on ne va pas le proposer à un adjoint où on est déjà en conflit sur certains sujets. Il faut qu'il y ait quand même une même vision entre le titulaire et l'adjoint, une perspective à 5 ans, 8 ans de se dire oui, j'ai envie de franchir un pas supplémentaire. Mais pour le titulaire, ça fidélise. Ça lui évite peut-être de déstabiliser son équipe, ça lui permet peut-être de transmettre son officine à quelqu'un qu'il connaît bien et d'assurer une fin de carrière un petit peu plus simple, et puis il récupère 20-25% de capital. Est-ce qu'on peut dire 2 mots du pacte d'associés ? Qu'est-ce qu'il doit contenir, ce pacte d'associés ? Je pense que Fabrice pourra alerter un petit peu sur les points, en tout cas, importants. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'en tout cas, au niveau professionnel, il faut bien caler les missions qui sont pour l'un ou pour l'autre, se dire, OK, moi, j'accepte de ne pas m'occuper de ça et ça, mais je ne viendrai pas dans 6 mois dire, tout compte fait, je n'ai pas été consulté pour ci, pour ça, voilà. Et puis bien sûr, peut-être tout ce qui est anticipation, si par rapport à la cession définitive, si jamais c'est ce qui est mis dans la corbeille, on va dire, que l'adjoint ne se retrouve pas lésé à la fin, qu'il ait une priorité en tout cas s'il veut transformer ses parts pour devenir associé ou
aux titulaires majoritaires, ou au cas où aussi peut-être prévoir aussi une sortie. Normalement, c'est pas le but, mais enfin, j'imagine c'est les points importants. Oui, il est sorti anticipé aussi, il faut prévoir. Oui, et peut-être aussi mettre quelques limites sur les investissements que pourrait décider un titulaire qu'à 75%, parce qu'il y a un risque, hein, évidemment. On peut très bien dire, bah, merci, tu m'as donné 25%, mais maintenant, moi, je rembauche, mettons, je vais dire 3 personnes, et au final, il n'y a jamais de dividende qui pourrait être remonté, ou beaucoup moins que ce qui pourrait être prévu. Donc peut-être quelques garde-fous. D'accord, d'accord. Fabrice Folz, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez un parcours un peu atypique, hein, puisque vous avez été d'abord titulaire, et c'est au moment de revendre votre officine qu'un déclic s'est opéré. Vous avez découvert des choses, et vous allez nous raconter ça, bien sûr. Et comment êtes-vous passé, quand vous êtes passé de la position de titulaire vendeur à celle de vendeur d'officine, puisque vous êtes transactionnaire, j'aime pas tellement le mot, mais hein, moi non plus. On ne dit pas transactionnaire, non. Et puisque vous êtes directeur de développement chez Pharmaccess, et c'est justement ce changement de point de vue qui vous a donné l'occasion de voir des démarches de rachat. Vous m'en avez raconté quelques-unes qui sont assez illustrantes, parfois des contre-exemples, des repoussoirs, ou au contraire des choses qui sont bien passées. On commence par les choses qui sont mal passées. Ma vente. Oui. La vente de mon officine s'est mal passée. J'ai essayé de vendre mon officine par moi-même, mais je n'ai pas réussi, comme la majorité des confrères titulaires. Donc je suis passé par un transactionnaire, et cette vente s'est très très mal passée. Ce qui m'a donné plus tard l'ambition, en tant que aussi ancien ordinal, de voir créer ma société de transaction avec des valeurs éthiques et déontologiques qui sont propres à notre profession. Voilà. Ce qui m'a permis plus tard, ma société est très jeune, hein, mais d'avoir attiré l'attention de la coopérative Wellcop et d'être acheté cette année par eux. Donc ça, c'est le premier volet. Oui, j'ai vu beaucoup de choses déjà, notamment une vente sur une grosse pharmacie en Moselle. Je pense que c'est ça, Didier, dont vous voulez parler. Où là, les titulaires préparaient la transmission de leur officine. Donc, spontanément, ils sont allés voir le couple d'assistants qu'ils avaient. Ils leur ont donné à chacun des assistants, je dis bien donné, hein, pas vendu. Assistant ? Adjoint. Oui. Je suis à l'ancienne, Didier. Adjoint. Voilà. Leur ont donné 10% du capital avec la promesse forcément de rachat. Il n'y a pas eu de pacte d'associés. Ce qui fait que le moment de la retraite venu, les deux titulaires se sont tournés vers leur couple d'assistants en demandant bien évidemment le rachat. Sauf que les assistants s'étaient ravisés. Pas de pacte d'associés. Les 20% cumulés de capital leur appartenaient. J'ai donc vendu l'officine. 20% de la vente est revenu à ce couple d'adjoints. Voilà. Donc ça fait plutôt peur, ça. Pour le coup, c'est un exemple. Bah, ça dépend. C'était un beau cadeau pour les adjoints. Par contre, pour les titulaires, c'était problématique. Il a fallu vendre l'officine, repartir sur un autre projet. Le capital amputé de 20%, forcément, on ne récupère pas la même somme à la fin. Sur des officines en Moselle qui se vendent très très cher et qui ont un gros chiffre d'affaires, c'est assez substantiel, 20% du capital. Donc ça, à contrario, pour toujours dire que le pacte d'associés est essentiel, comme Philippe l'évoquait, il faut absolument qu'il soit exhaustif, le pacte d'associés. Qu'il évoque les bons moments de la vie d'associés, mais également les mauvais, et qui prévoit surtout la sortie. Alors, il faut se dire comment on va sortir, à quel prix, à quel moment, sous quelles conditions. Ça, c'est essentiel. Un autre exemple d'officine que j'ai été amené à vendre et que je n'ai pas vendu, parce que le pacte d'associés était tellement coercitif. C'était deux associés. L'une voulait partir, l'autre voulait rester. Et en fait, celle qui voulait partir n'a pas pu partir. Parce que le pacte d'associés ne prévoyait pas qu'une des deux associés puisse partir sans l'autre. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. Le pacte d'associés doit être coercitif,
mais prévoir l'impensable. Voilà. Alors, ce pacte d'associés, ça, c'est pas un boulot de transactionnaire, c'est plutôt un expert comptable ou un avocat qui peut aider. Un avocat, un notaire, un expert comptable, mais spécialisé dans l'officine. Voilà. Non, je reste pharmacien, Didier. Oui. Un pharmacien qui fait de la transaction et non pas un transactionnaire. Donc le pacte trop coercitif, c'est aussi quelque chose dont il faut se... Oui, il faut absolument tout envisager. Et dès le départ, moi je conseille à mes confrères et consoeurs, dès le départ, envisager la sortie. Voilà. C'est au moment où on s'entend bien qu'il faut l'envisager. Parce que en tant qu'ordinal, j'ai fait quelques séances de conciliation où les associés s'arrachaient les cheveux, les yeux et compagnie. Il y a un moment donné où les associations peuvent très bien ne plus fonctionner. Dès lors qu'on est protégé par un pacte d'associés, tout est clair. Voilà. Oui, Jérôme Parisi-Barbier qui s'excuse, qui m'a demandé de l'excuser son absence au Congrès. Il était pris par ailleurs, a coutume de dire, on en a parlé un petit peu ensemble, il dit l'associé adjoint, c'est un peu des fiançailles qui durent très longtemps. Donc c'est ça qui permet la fidélisation, effectivement, qui est plutôt rassurante aussi pour les deux parties, titulaires et adjoints, dans ce type d'opération. C'est ça qui est intéressant dans le dispositif, c'est cette histoire de fidélisation. Vous me parliez par exemple de la région Lorraine, où les adjoints sont souvent tentés d'aller travailler au Luxembourg. Tout à fait. Tout à fait. Ça permet de retenir l'adjoint. J'imagine très bien que pour fidéliser, et même aller plus loin, pour recruter des adjoints, pourquoi ne pas proposer un don, plutôt qu'un achat, Vous allez faire hurler les titulaires. d'1%. Oui, je le fus. Je le fus. Mais dans ces régions-là, c'est vraiment problématique. La proximité du Luxembourg fait que les adjoints ne restent pas. Imaginons, Didier, qu'on recrute, je sais pas, QF 600, et qu'en plus on dise QF 600 plus X% du capital. 1, 2, 3%. C'est des pharmacies qui font 4, 5, 6, 7 millions de chiffres d'affaires. Ça peut être intéressant. Fidéliser l'adjoint en disant reste en France, travaille pour moi, et faire un pacte d'associés. Si un jour je pars en retraite, si un jour tu es intéressé par l'outil de travail, tu seras prioritaire. Ça peut être une piste. C'est un des arguments, on va dire. Un argument comme un autre. Mais utilisons ce dispositif pour fidéliser les adjoints au sein d'une même officine. Philippe, ça vous paraît un bon argument? C'est le seul à vos yeux? Bon, je suis un peu plus modéré sur le don. Après, chacun est libre, hein, évidemment. Non, fidéliser, conserver, intensifier le partenariat adjoint titulaire, parce qu'effectivement, les équipes et notamment les adjoints, c'est indispensable pour faire fonctionner les officines, et on le voit avec les missions. Des fois, le frein, c'est justement le manque de bras, hein, même si la technologie et l'intelligence artificielle pourra nous aider sur certains domaines, on aura toujours besoin de personnel, de collaborateurs, etc. Donc ça, il faut absolument trouver tous les moyens pour les conserver. Non, nous, je pense que notre réflexion, elle est plus, comme je disais tout à l'heure, mais on en reparlera peut-être plus tard, sur plutôt accroître l'attractivité de la rentrée dans le capital, tout en conservant un statut protecteur de salarié pendant X temps, tout en prévoyant des garde-fous à la fois à l'entrée, à la sortie, pendant, etc. Après, chacun peut faire un don, comme dit Fabrice, pour peut-être démarrer, amorcer. Mais si on veut rentrer un peu plus loin, à un moment, il faut quand même parler vente pour le titulaire, surtout si on est sur une proche de fin de carrière. Cécile Guérard de Tinck, il y a beaucoup d'adjoints qui veulent jamais s'installer, et bien sûr on comprend très bien. Il y en a qui veulent s'installer, qui ont peur. C'est aussi peut-être, ce dispositif, c'est une façon de rassurer aussi dans l'acquisition. On voit que la situation économique du réseau n'est pas florissante, il y a une part de risque importante dans l'investissement. Ce dispositif, il est rassurant parce que l'adjoint est dans la place, il sait comment fonctionne l'officine, il connaît bien sûr son titulaire et son fonctionnement, s'il est éthique, si ça marche bien, il connaît la clientèle. Ça, c'est quand même un argument de poids, je pense, pour le dispositif.
on est tout à fait d'accord. C'est vraiment, comme le disait M. Denry, on est ensemble, comme on se connaît entre titulaires, adjoints, on sait les connaissances, enfin ce que veut chacun, les connaissances de chacun, on sait la progression sur laquelle on veut emmener l'officine, puisque le but du jeu, si on a mis 20-30%, c'est quand même que l'officine progresse aussi, c'est pas justement qu'elle soit en chute, c'est développer de nouvelles missions et autres. Et c'est rassurant pour l'adjoint puisqu'il a son salaire, il est salarié, il n'a pas, je le redis, ce poids à l'origine qui viendra progressivement, hein, il l'apprendra justement avec le titulaire. C'est presque un parrainage, on pourrait dire, du titulaire vis-à-vis de l'adjoint, qui reconnaît ses qualités, qui reconnaît ses possibilités de développement et qui lui propose de l'accompagner. Donc effectivement, alors si mon président, M. Parésis, dit des fiançailles, bon, bah, moi je vais parler d'accompagnement, mais c'est exactement la même chose, de l'accompagner vers le fait d'être titulaire, de reprendre cette officine à l'avenir en toute sécurité et en prenant les choses l'une après l'autre et pas d'un coup, d'un seul, ça y est, j'ai décidé aujourd'hui, je suis titulaire. Il y a des adjoints qui ne veulent pas, ou des étudiants qui sortent. Alors, il y a des étudiants qui sortent de la fac qui vont vouloir être titulaires tout de suite. D'autres qui vont dire « Ah non, 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 je veux juste être adjoint, faire plusieurs officines pour voir. » D'autres qui vont dire « Non, non, je veux être adjoint, je veux être en CDI. » D'autres qui vont dire « Non, non, je ne veux faire que des CDD. » Ce qu'on veut, c'est aussi, on le redit, hein, là, dans ce pacte, dans cette proposition, c'est fidéliser vraiment l'adjoint, lui dire « Je reconnais toutes tes qualités, tu fais vraiment beaucoup dans l'officine, je te le propose, je te propose la suite et je t'accompagne vers la suite. » C'est du donnant-donnant ou du gagnant-gagnant, on pourrait dire. Et qu'est-ce que ça va changer dans la relation qui va changer forcément dès lors qu'il y aura eu une acquisition de parts. Le statut de l'adjoint qui était jusque-là salarié, qui était au sein de l'équipe officinale bien identifié dans son rôle, il va changer et sa relation avec le reste de l'équipe et le titulaire même vont changer également. Comment ça s'anticipe ça ? Alors, pour le changement, je pense que ça dépendra aussi du type d'adjoint. Quand on est adjoint et qu'on est déjà investi, j'imagine que ça ne changera pas forcément les relations avec ses collègues ou avec son titulaire puisqu'on est déjà investi. Par contre, le titulaire reconnaît son investissement, fidélise et propose. Donc, je pense qu'entre collègues, il n'y a pas forcément de différence à avoir. Après, comme l'adjoint sera peut-être un peu plus enclin, on va dire encore plus enclin à aller investir, il aidera très certainement d'autant plus le titulaire à développer, je sais pas, l'assurance qualité et à mettre en place des choses et donc à en parler à ses collègues. Actuellement, l'adjoint, c'est un peu le maillon entre le titulaire et les collègues aussi pour un certain nombre de choses. Le titulaire, il parle à l'adjoint, il dit bon, il y a ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis l'adjoint entend les collègues aussi qui disent ah, il y a ça, j'aimerais bien ou pas ça. Et refait. Enfin, c'est déjà un lien. On a déjà ce lien. Et là, on peut le matérialiser encore plus, on va dire. Et on peut s'investir encore plus. Mais je ne pense pas que ça modifie foncièrement cette relation. Ça peut peut-être la renforcer, hein, mais en tout cas pas la dégrader, ça c'est certain. Philippe Denry, vous vouliez dire deux mots sur cette relation ? Oui, juste pour dire que en fait, ce qu'on cherche là, ou ce qu'on veut peut-être proposer, c'est d'améliorer ce qui existe par rapport aux 10% qu'on a évoqués et qui ne fonctionnent pas.
donc d'avoir une piste différente pour peut-être justement aider des titulaires et des adjoints à franchir ce pas. Et également, je pense que, au contraire, le fait que l'adjoint qui rentre dans le capital à 20-25% tout en gardant un statut de salarié, ça ne le met pas tout de suite une apparition comme co-titulaire, ce qui permet que ça préserve un lien et ça peut, mon expérience personnelle, permettre une interface entre ce que le titulaire va dire, oui bon, voilà, c'est le titulaire, il nous a donné gna gna, et que l'adjoint peut reprendre d'une autre manière avec la proximité qu'il a eue avec ses collègues déjà pendant X années, et tout compte fait, ça peut faire un effet d'entraînement plutôt positif. D'accord, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça peut être un déclic aussi pour modifier les relations, les rouages de l'équipe. Lisa da Silva, est-ce que les étudiants qui ont encore en ligne de mire le diplôme et leur carrière devant eux sont déjà informés à la fac? Est-ce que vous êtes formés sur l'existence de ce dispositif notamment? Bon, je pense que la réponse elle est assez claire et malheureusement je l'ai répété toute l'année sur la plupart des thématiques qui sont émergentes et en tout cas essentielles, notamment en pharmacie d'officine. Malheureusement non. Pour préparer la table ronde, j'en avais parlé un peu avec mon bureau et à part une fille de mon bureau qui du coup est pharmacienne non thésée, les autres n'étaient pas réellement au courant qu'un adjoint pouvait prendre des parts au niveau de l'officine et encore moins le pourcentage. Donc ça c'est une des lacunes et je pense que je vais rebondir sur ce que vous avez pu dire. En fait les étudiants c'est pas qu'ils ne veulent pas subir par exemple soit la charge mentale ou soit la gestion un petit peu plus ancrée dans l'officine, c'est simplement qu'ils ne savent pas déjà de une qui peuvent potentiellement le faire en tant qu'adjoint et aussi ils ont peur. Je sais qu'on avait fait une table ronde notamment avec la coopérative et c'était l'argument, un des arguments qu'une étudiante avait mis en disant j'ai peur de me lancer parce que je sais pas, parce que j'ai pas les clés en main, parce que en fait, on me lâche un petit peu dans un grand océan, mais on m'a pas appris à nager. Et ça, c'est des choses que nous, on essaye de travailler notamment avec l'association, mais même, en fait, les étudiants qui attendent la fin de leurs études. Et du coup, là, je vous rejoins sur cette envie de pluralité des activités, mais malheureusement, ils vont la chercher à la fin de leurs études, après avoir eu leur diplôme. Et je sais que c'était une des choses aussi qu'on parlait avec la section D, le fait que les étudiants... ils viennent pas à l'officine directement. Ils viennent pas soit devenir adjoint ou titulaire. Ils vadrouillent un petit peu à droite à gauche. Ils essayent plusieurs types d'activités, que ça soit en outre-mer, en métropole, que ça soit des pharmacies rurales ou de ville. Et du coup, on se retrouve un petit peu avec des étudiants qui vont se chercher pendant 1, 2, 3 ans, qui vont trouver l'officine qui leur plaît. Et moi, je vous dirais pas oui, il faut y aller, non, il faut pas y aller, tel pourcentage ou pas. C'est pas ma position et je suis encore une étudiante et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur ce domaine-là. Par contre, ce que je vous dirais pour rejoindre ce qui est dit depuis tout à l'heure, oui, il faut trouver un équilibre aux différentes pluralités de personnes et aux différentes aspirations. Et un projet professionnel, ça se construit en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que professionnel. Et ces aspirations-là, elles évoluent suivant l'activité qu'on a et le territoire où on exerce. Et je pense qu'il ne faut pas fermer ces portes-là. Il ne faut pas se dire, bon, on se restreint à 10%. Je pense qu'il faut laisser la capacité à tout le monde de trouver sa place dans l'officine, de trouver ce qu'il a envie d'apporter dans l'officine et du coup l'évolution qui sera amenée, surtout, je pense, dans le contexte actuel qu'on connaît, de la fragilité dans certains territoires et un peu de ce déséquilibre qu'on peut connaître et notamment, on en parlait à l'introduction, mais de la financiarisation, ça peut être un levier aujourd'hui avec des adjoints qui du coup se sentent bien dans leur officine, qui commencent à monter un petit peu au niveau des aspirations sur peut-être devenir titulaire et qui peut-être à terme reprendront l'officine. Et ça, c'est un des enjeux, notamment comme on en parlait avec la vente, c'est de se dire que au sein même de nos officines, on a peut-être nos repreneurs. Et je pense que ça, c'est encore une fois, c'est une porte à ne pas fermer et pas se dire je vais reprendre un petit jeune qui arrivera, mais de se dire peut-être que mon repreneur, il est à côté de moi, il travaille avec moi tous les jours.
Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et ne pas se restreindre. Laisser la possibilité, surtout que c'est quelque chose qu'on défend tous dans la profession, c'est de rester un peu professionnel de santé, avoir une continuité avec nos patients. Et je me doute aussi que ce sera rassurant pour les patients de se dire la prochaine personne qui reprend un problème mon titulaire, c'est l'adjoint qui me sert aussi, qui dispense mes médicaments de temps en temps ou qui m'a fait un conseil hier. Derrière, il y a une certaine cohérence, je pense, dans ce système-là. Donc en l'état, même si vous découvrez, pour ainsi dire, ce dispositif, c'est un dispositif qui vous paraît séduisant pour un jeune diplômé. Oui, encore une fois, tout à l'heure on parlait 10% assez, pas assez. Là-dessus, je ne pourrais pas m'exprimer parce que j'ai encore pas eu mes cours au niveau de la compta et autres. Donc là-dessus, c'est pas un domaine que je vais forcément maîtriser ou surtout, je pense que je vais être pertinente. Mais oui, parce que on a des étudiants aujourd'hui qui nous disent j'ai pas envie d'être titulaire, j'ai envie d'être adjoint, mais rien me dit qu'un jour peut-être que je deviendrai titulaire. Il y en a qui le disent aussi, je n'ai pas du tout envie et je veux être adjoint. Mais encore une fois, on a 20 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, nos positions à 20 ans ne seront pas les mêmes à 30, à 40, à 50 et ainsi de suite. Et c'est normal et tant mieux. Donc c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à je veux rester adjoint ou je veux rester titulaire, mais de se dire que tout évolue et que si c'est quelque chose aujourd'hui qui attire déjà des professionnels, pourquoi ça n'attirerait pas les étudiants plus tard dans leur exercice? Alors, il y a des alternatives à ce dispositif qui existent déjà pour aider les jeunes ou les moins jeunes, adjoints qui souhaitent accéder au titulariat. Les groupements mettent notamment des outils au service des pharmaciens. Il y a le compagnonnage, on en a un petit peu parlé ensemble, le parrainage, il y a les boosters d'apport. Alors là, on touche à la partie sombre. C'est un peu le Voldemort de la pharmacie. Est-ce que ces dispositifs rentrent en compétition avec le statut d'associé adjoint? Est-ce qu'ils sont déjà séduisants pour vous ou suffisants pour vous? En fait, malheureusement, je vous dirais qu'il n'y a pas de compétition à partir d'un moment où l'information elle est déjà pas là. Pour qu'il y ait une compétition, il faudrait qu'on soit au courant. En fait des participants. Aujourd'hui, on n'est pas au courant. Même du coup, c'est ce qu'on disait, rien que de ce dispositif-là, de pouvoir acquérir une certaine partie du capital, on n'est pas au courant. Donc les boosters, ça commence à se savoir, mais parce qu'on en parle et qu'on commence à mettre la lumière sur ce que c'est. Le compagnonnage, moi je vous ai donné cet exemple-là parce que c'est une amie à moi qui le fait. Mais je crois que c'est la seule personne dans mon entourage que je connais qui l'ait fait. Alors il doit y avoir certainement d'autres étudiants, mais en fait c'est des minorités d'étudiants qui à un moment X ont rencontré une personne qui leur en a parlé, ou par exemple nous avec nos événements on fait venir des fois certains groupements ou partenaires qui discutent du coup de ces possibilités, ou des fois avec l'ordre qu'on peut faire intervenir auprès des étudiants. Donc il y a des systèmes d'information qui sont malheureusement un peu mis en place par les étudiants, pour les étudiants. On travaille quand même avec les facultés pour accroître ces informations-là au sein de nos facultés. Mais aujourd'hui, oui, non, il n'y a pas de compétition parce que en fait, juste l'étudiant trouve un petit peu ce qu'il a, ce qui peut lui plaire, il va, teste, ça lui plaît, il reste, ça lui plaît pas, il s'en va. Et c'est ce que je disais au tout début, c'est aujourd'hui, on est peut-être plus mouvant que ce qu'on pouvait l'être avant. Et il y a du bon, il y a du mauvais, mais je pense que c'est important de pouvoir un peu découvrir tout ça. Et ce qui serait le plus intéressant, c'est de le découvrir pendant nos études, au moment en fait où juste on se forme à notre métier et aux possibilités. Vous militez encore et toujours pour une formation qui vous permet aussi d'aborder ces questions d'acquisition, de transmission. Voilà, vous n'en êtes pas là, mais il faudra bien quand même en parler un jour. Oui, mais comment dire, il faut d'abord... c'est important de penser à la fin quand on est au début, et nous c'est à peu près la même chose parce qu'on est au début et c'est important d'avoir l'environnement d'une officine du début jusqu'à la fin. Et on parlait des pactes d'associés, c'est la même chose, c'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui dans l'exercice officinal. C'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose dont on a besoin de savoir, nous, les rouages, les bons côtés, les mauvais, pour pas tomber dedans. Et ça, encore une fois, on essaye un peu de pousser pour avoir accès à cette connaissance et derrière
éviter de tomber dans des dérives qu'on peut connaître malheureusement. Ça fait peur aux étudiants aujourd'hui, l'accès au titulariat. Est-ce que dans quel... Certains oui, certains non. C'est ce qu'on disait lors de la table ronde. C'était le premier argument de l'étudiante, c'était vraiment je veux pas me titulariser parce que j'ai peur, parce que j'ai l'impression que je suis pas capable de gérer une officine, une entreprise, que j'ai pas les compétences, que ce soit management, compta ou autre. Donc oui, ça fait peur. Après aujourd'hui, et même avant je pense, mais on reste une profession quand même très curieuse et qui va chercher l'information et mine de rien, et on le voit et ils le savent, mais j'en remercie tous les acteurs qui travaillent avec nous, ils sont toujours disponibles pour discuter avec nous, pour pouvoir nous transmettre ces connaissances. Donc on a aussi un métier où il y a de la solidarité et où on discute, où on échange. Donc oui, ça fait peur, mais on a quand même des personnes pour nous rassurer, pour nous accompagner et pour nous aider. D'accord. Cécile Guérard de Tinck, si vous deviez porter un message de la section D de l'ordre, pour dire les choses un peu formellement, si vous aviez un message autour de ce dispositif, quelle amélioration, alors on a parlé du pourcentage, qu'est-ce que vous voudriez voir vraiment changer dans la loi concrètement? Alors, on va dire que la section D est plutôt dans le sens où on aimerait, on veut être force de proposition aux côtés des titulaires, aux côtés de toute la profession, pour vraiment limiter le risque et faire ce rempart et dire que toute la profession, on est mobilisé, on sait très bien se gérer entre nous. Entre nous, nous allons trouver des solutions pour pouvoir faire évoluer et pouvoir avoir cette attractivité de notre métier, de l'officine, et faire perdurer le maillage qui effectivement peut être vite mis à bas par diverses difficultés, on va dire. Donc nous aimerions, nous sommes les adjoints, nous sommes là, nous sommes présents. Nous sommes prêts à nous investir, nous sommes prêts à être autour d'une table, à discuter et à trouver des solutions où nous serons participants et où nous mettrons, on pourrait dire, la main à la pâte pour maintenir effectivement le métier de pharmacien, ce beau métier de pharmacien d'officine qui nous est cher. Si on va si on va travailler tous les jours, c'est que on y a envie, on a envie de le développer, on a envie aussi que ces nouvelles missions qui parfois sont compliquées à mettre en place dans les officines par manque de temps, par manque aussi de financier, mine de rien. Si moi, par exemple, je fais un entretien, je passe 3 quarts d'heure dans une salle, c'est avec un patient, c'est magnifique. C'est bien pour le patient, mais en même temps, je ne suis pas au comptoir où je pourrais certainement dispenser 2, 3, 4, 5, 6 ordonnances. Enfin, il y a un juste milieu à avoir. Et en tant qu'adjoint, on est là aussi pour contribuer, pour aider effectivement à maintenir l'ensemble de ce maillage et de cette profession à nous, en fait. Voilà. Okay. Fabrice Foltz, vous les voyez, vous aussi, les adjoints, parce que la plupart des acquéreurs sont d'anciens adjoints. Dans quel état d'esprit ils sont quand ils sont à la recherche d'une officine ou d'une acquisition? C'est quoi leurs critères de choix? Qu'est-ce qu'ils regardent en premier? On sort un tout petit peu du sujet, mais pas tant que ça. La localisation. Premier critère de choix. Voilà. Pour prendre mon exemple personnel, je faisais 160 km par jour pour aller de mon domicile à mon officine. Désormais, c'est plus possible. Nos jeunes confrères veulent faire maximum une demi-heure de trajet, donc voilà, 20-25 km, c'est le grand maximum. Ça, c'est le premier critère de choix. Deuxième critère de choix, une taille d'officine suffisante pour avoir un adjoint. Je l'ai bien dit. Donc, critère de chiffre d'affaires, donc minimum 1,5 million. 1,5 million de chiffre d'affaires pour avoir
l'adjoint et pouvoir se rémunérer également. Donc ça, ce sont les 2 premiers critères. Et ensuite, ça va être des critères de locaux, des critères d'équipe. L'équipe compte énormément. L'ambiance qu'a su mettre le titulaire avec son équipe, ça compte énormément. Ensuite, toute la nébuleuse comptabilité, etc., ils me font confiance, puisque moi je sélectionne les pharmacies. Je ne vends pas de pharmacie que je n'aurais pas acheté. C'est mon critère premier, donc ils me font confiance sur ce point-là. Et après, ils prennent leurs décisions. Ils se rendent compte aussi, au moment où je leur présente une pharmacie, entre le rêve de devenir titulaire et la possibilité de le devenir, certains fuient parce qu'ils ont peur de cette réalité. Ça m'arrive assez fréquemment. Face à la possibilité de devenir titulaire, je me rends compte que je ne suis peut-être pas fait pour ça. Voilà. D'accord. Philippe d'Henry, j'ai envie de vous poser un peu la même question qu'à Cécile tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qu'il faudrait changer, encore une fois, dans cette loi pour qu'elle devienne vraiment adaptée aux besoins à la fois des adjoints et des titulaires et qu'elle devienne visible? Oui, donc en fait, c'est juste un outil supplémentaire, enfin qui existe déjà, mais qu'on adapterait. Après, comme ça a été dit, chacun est libre. Bon, je peux dire, je prends 25%, mais je veux être aussi en statut libéral, et donc je deviens associé à 25 ou à 30%, peut-être avant de devenir 50%. L'idée là, c'est de changer quelque chose qui existe avec cette barrière de 10% qui convient à très peu de personnes, pas aux adjoints, pas non plus au titulaire, parce que le titulaire ne va pas récupérer grand-chose non plus, il va récupérer 10% et il faut trouver un adjoint qui peut financer cet achat. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce dispositif, de l'améliorer pour monter le pourcentage de parts dans lequel les adjoints pourraient rentrer, tout en conservant ce statut de salarié. Jusqu'à combien? On n'y a pas réfléchi. Pour nous, je pense qu'au niveau quelque chose en dessous de 30. C'est pour ça que souvent le chiffre de 20, 25 revient, pour aussi laisser quand même un poids assez important à celui qui prend les risques du titulariat, et puis aussi pour que ce soit à la fois finançable par les banques ou également acceptable, supportable par l'adjoint qui rentre tout doucement. Et bien sûr en s'entourant de toutes les précautions. Après, tout ce qui peut être financement coopératif, aide par les groupements, etc., peut venir pour aider l'adjoint à acquérir ces 25%, parce que 25% sur une pharmacie, comme l'a dit Fabrice, tout à l'heure il parlait de dons de quelques pourcentages, mais quand c'est acheté 25% d'une pharmacie de 4 ou 6 millions, ça représente déjà une somme très conséquente, et là, en fait, tout peut s'articuler. Au final, le titulaire récupère une partie, et surtout, nous, en termes de vision plus large du réseau, effectivement, l'idée, c'est que les pharmacies restent aux pharmaciens en capital, et que l'échange de la transmission de l'entreprise se fasse entre nous, effectivement, et qu'il n'y ait pas d'autres acteurs qui rentrent, parce qu'on est les mieux placés pour pouvoir transmettre, et qu'on ait une profession de santé également avec une éthique. On n'est pas juste dans du commerce. Et c'est un dispositif qui permet de sécuriser la transmission à quelques années. Je ne dis pas que ça doit se faire dans les 2 ans, mais surtout si un adjoint rentre à 20-25%, c'est plutôt quelque chose qui s'étale sur plusieurs années pour peut-être justement enlever les peurs de peut-être le management, les peurs de gérer tout seul tout ce qui est aspect justement plus chef d'entreprise, on va dire, et un peu moins professionnel de santé. Cécile de Tinck, ce chiffre de 30%, ça vous paraît un bon objectif? Oui, ça nous semble correct dans le principe. Alors 20, 25, 30. L'affaire est, oui, je pense que c'est le juste prix. Oui, c'est ça, le juste pourcentage. La bonne balance. À l'égard du travail de chacun qui sera fait, de l'implication de chacun qui sera fait, et pour préparer cet accompagnement et l'avenir de l'adjoint qui pourrait succéder effectivement au titulaire. Ouais, ça me semble correct.
Fabrice Folz a un point de vue sur ce chiffre de 30%. De 30%, est-ce qu'il faut monter jusque-là? Parce que ça semble quand même être le point central. Je pense que c'est la limite. Hein. Non, il a 25, dit 25, 30. 20 à 25, Philippe. 20 à 25. Oui, 20 à 25. Est-ce qu'on est déjà Après, dans une pour moi, la négociation? différence est marginale entre le fait de devenir associé minoritaire et adjoint ayant une participation. Voilà, pour moi, la différence est ténue, sachant que si on devient associé minoritaire, c'est dans le cadre d'une cession future. Donc le titulaire va prendre sous son aile son assistant qui l'aura monté au capital. Il y aura une forme de mentorat et d'accompagnement de fait. Donc voilà, après c'est dans la perception des choses. Je suis adjoint, je veux garder ce statut de salarié. Voilà, mais 20-25%, ça me semble correct. Justement, si on parle de la prise de risque, est-ce que c'est la même prise de risque qu'on soit associé adjoint ou associé titulaire, hein, comme on peut l'être traditionnellement? Est-ce qu'on est au même niveau de prise de risque en termes d'investissement? Qui veut répondre? D'après les attentes, etc., qui sont exprimées et d'après le schéma qui est souhaité, la prise de risque est un peu moindre lorsqu'on garde un statut de salarié. Parce qu'on a son salaire, justement. Voilà, parce qu'on sait qu'on a quelque chose qui est garanti, alors que le titulaire, ça peut être beaucoup plus fluctuant. Et évidemment, quand on est à 20 ou 25%, c'est déjà bien. Mais les banques ou les créances, etc., ils vont d'abord se retourner vers, bien évidemment, le majoritaire. Et donc, lui demander en priorité à lui des comptes. Oui. Donc, c'est aussi ça qui peut sécuriser le démarrage. D'accord. Alors, on a quelques questions qui commencent à défiler. Alors, moi aussi, moi, j'arrive pas à lire là, je suis désolé. Alors, si on attrape celle-ci, pour un pharmacien qui souhaite partir en retraite et qui aurait cédé 10% à son adjoint, ces 90% sont-ils facilement vendables? La part restante. Ben oui. Pacte d'associés. Pacte d'associés. Ça veut dire que dans le pacte d'associés, on peut imaginer que si le titulaire à 90% veut céder son officine, l'adjoint qui aura 10% sera prioritaire. Premier cas de figure. Si l'adjoint ne veut pas acheter, on définit d'emblée que l'adjoint sera obligé de vendre ses parts en même temps que le majoritaire et qui sera obligé de suivre le prix de vente décidé par le titulaire majoritaire. Là, pour le coup, c'est très simple. Alors, compléter la formation pour ajouter la gestion aux études de pharmacie ne faciliterait-il pas l'engagement dans ce domaine? On en a un petit peu parlé, c'est pour vous ça, Lisa? J'aurais tendance à répondre oui. Forcément que ça faciliterait l'engagement, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on parlait, c'est l'accessibilité à l'information et le fait, à partir du moment où on est conscient de quelque chose, on a peut-être plus d'appétence pour y aller. Je mentirais si je dirais qu'aujourd'hui on n'a pas de cours de gestion. Ça serait être de mauvaise foi. Mais il y a une différence entre avoir des cours de gestion qui sont potentiellement un peu datants, qui peuvent être des fois enseignés par des enseignants qui ne sont pas forcément officinaux. En fait, il y a plusieurs conditions. Oui, du coup, l'information, mais de quelle manière elle est apportée, par qui elle est apportée, en quelle année elle est apportée aussi, parce que ça joue, on a quand même 6 ans. Des fois, nous, on a des cours d'éthique qui sont faits en première année, qu'on ne revoit pas. En première année, on sait très bien que c'est pas l'année où on va retenir le maximum de choses et où on est le plus ancré dans nos études, parce qu'en plus, c'est un système qui est généraliste. Donc, en fait, il faut réfléchir, et c'est pour ça qu'on fait des réformes sur des réformes sur des réformes, mais là il faudrait se poser tous ensemble, et c'est pour ça qu'on travaille énormément, notamment avec la FSPF, avec du coup les différents syndicats, avec l'ordre, pour se mettre d'accord sur ce qu'on veut mettre, sur ce qui est le métier d'aujourd'hui et sur ce qui va être demain,
pour en fait voir cette maquette globale de nos études et inclure qu'est-ce qu'un pharmacien d'officine de A à Z, avec, oui, les connaissances, parce qu'il les faut derrière, mais aussi les compétences. Et ça, c'est important. Donc oui, la réponse, forcément. J'ai vu passer une question tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si l'adjoint associé démissionne? Il conserve ses parts? Il a un délai pour les revendre? Pacte d'associés. Pacte d'associés, c'est la réponse à tout. Oui. Mais ça doit être la réponse à tout. Faut tout prévoir. Il faut tout prévoir dans ce pacte. Le pacte d'associés doit être la réponse à tout. Je démissionne, je rends mes parts qui seront valorisées par un calcul dans le pacte d'associés. D'accord. J'ai vu passer une autre question tout à l'heure un peu spécifique. Est-ce qu'on peut céder des parts à son fils adjoint? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Il n'y a pas d'obstacle? Non, monsieur, voilà. Je ne sais pas qui a posé la question, mais vous avez la réponse. Voilà, c'était cette question. Comment transmettre lorsque l'adjoint est le fils du titulaire, sachant qu'il a des frères non pharmaciens? Ah oui, la question était plus précise. Je suis pharmacien, je ne suis pas notaire. Oui, okay. D'accord. Bon, donc vous poserez la question à un notaire. Est-ce qu'on peut voir d'autres questions qui m'avaient paru intéressantes tout à l'heure? Alors, nous, titulaires, n'avons-nous pas un devoir d'informer et de former nos étudiants? Je crois qu'on a déjà abordé ce point-là, et adjoint. Peut-on prendre des parts dans plusieurs pharmacies? Je crois que j'ai la réponse. C'est pas jusqu'à 4, non? 1 plus 4? Je prends mon anti-sèche et je vous lis le texte. Oui. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Il ressort des différents textes applicables qu'un pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine peut détenir des participations directes ou indirectes, donc via une SPFPL que le pharmacien adjoint contrôle, dans la celle qui exploite l'officine, dans la la limite de 10% du capital de la dite société d'exercice libéral. Je rajoute, un pharmacien adjoint peut également détenir dans une officine des participations indirectes dans 4 celles de pharmaciens d'officine autres que celles où il exerce à titre exclusif. Voilà le texte. Ben voilà la réponse. Très bien, elle est dans les textes. Alors même si ces textes ont besoin d'ajustement, on voit, hein, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le métier de titulaire, si c'est un métier, reste attractif, il est riche, il est tellement attractif pour les adjoints que parfois ils veulent s'y associer. Le dispositif existe. Alors moyennant quelques ajustements, on pourrait peut-être en faire quelque chose d'intéressant en termes de transmission. Il offre déjà en tout cas des perspectives de carrière. Ce sera peut-être la conclusion, à moins que vous vouliez ajouter un mot en conclusion. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, Lisa? Oui, juste une dernière chose pour rejoindre la dernière question un peu plus sur la formation, enfin les titulaires à former les étudiants et les adjoints. Moi, je vous encourage en tant que titulaire, mais même adjoint, à venir dans nos facultés et à demander à nos doyens, moi je sais que j'avais un petit peu poussé dans la mienne, mais à demander à venir donner des cours sur certaines thématiques où vous pouvez être plus spécialisé ou qui où vous avez une appétence dessus. Venez, nous on n'attend que ça, d'être formés par des pharmaciens d'officine. Avec l'appui, et s'il faut, nous on appuiera dessus, mais on en a besoin pour avoir cette expertise. Et je voulais rajouter aussi que on vient en stage, pas assez, encore une fois, mais bon, on va arrêter de se plaindre, parce que sinon on va dire que les étudiants sont jamais contents. Mais on a des stages, et c'est ces moments-là aussi où on a besoin de cette transmission-là, et qu'on nous fasse découvrir, encore une fois, ce monde-là, pour qu'on puisse partir avec tous les outils. Donc on a les leviers à la fac et en stage, et nous on attend que ça et les étudiants attendent que ça. Merci Lisa pour cette conclusion. Je suis ravi que ce soit vous qui concluiez cette table ronde avec ce message d'optimisme et d'ouverture sur la carrière qui vous attend et ce beau métier de pharmacien. On va faire, si vous voulez bien, une pause de 30 minutes et puis on se retrouve ici pour la table ronde suivante. Sport et douleur, quel rôle pour l'équipe officinale? Voilà. Merci à vous. Merci à vous.